Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1919, fut ratifié le traité de Versailles. Ce dernier peut être considéré comme le symbole d'une nouvelle ère dans le domaine du droit international. D'une part, ce dernier s'inscrit dans la continuité de quelques traités qui comportaient déjà, outre des modifications territoriales, des règles de fond juridiques. On peut relever le traité issu du Congrès de Vienne en 1815 qui réglementait la navigation sur les fleuves, le traité de Paris en 1856, après la guerre de Crimée, qui énonçait des règles sur les districts, le traité de Berlin de 1878, qui fut le premier à faire allusion à la protection des minorités, ou encore les conventions de La Haye en 1897 et 1904, qui encadraient en cas de guerre la protection des civils, des blessés et des prisonniers. Le traité de Versailles prolongea cette prise de conscience d'un droit international de la guerre et de la paix. Cependant, ce traité se distingua à bien des égards du passé, ne serait-ce que par sa monumentalité. Ce dernier est constitué de 440 articles, là où le traité de Vienne ne comportait, par exemple, que 121 articles. Nous pouvons d'ailleurs constater que lors de la ratification du traité de Versailles, près d'une centaine de juristes étaient également présents en coulisses. Ce traité comporte dans un premier point la question des réparations financières des vaincus aux vainqueurs. En 1871, la France avait, après sa défaite, payé à l'Allemagne des dommages de guerre, censé couvrir les coûts de guerre prussiens, ce qui est différent. En mars 1918, l'Allemagne avait demandé encore des dommages de guerre à la Russie lors de la signature du traité de Brest-Litovsk. La demande de réparation, fondée sur la dévastation de 10 départements français, induit la notion de responsabilité civile qui se développe dans le droit depuis la fin du XIXe siècle au nom d'un principe de solidarité. Elle est présente dès le projet américain de novembre 1918, mais contrairement aux souhaits des Britanniques, ces réparations, à la demande des Américains, ne vont pas couvrir les coûts de guerre, mais les dommages matériels et corporels. En compensation, les Anglais qui ont eu peu de dommages matériels obtiennent que soient incluses dans ces réparations les pensions des veuves et des invalides. Tous les pays membres doivent observer les principes du droit international dans le but de maintenir la paix. C'est ainsi que naît le principe de responsabilité. Ce principe est dans le projet américain, mais cependant, son intitulé est ambigu. Dans le fameux article 231 du traité de Versailles, il est question de la responsabilité civile des Allemands pour les dommages de guerre, y compris ceux provoqués par les armées alliées sur le territoire français lors des bombardements, dont l'agression allemande serait la cause adéquate. Mais en traduisant le texte, les Allemands vont parler de Kriegsschuld, ou en français, une faute de guerre, ce qui induit chez eux une connotation morale et pénale. C'est sur ce terme que les Allemands vont s'appuyer pour parler du fameux diktat de Versailles dans les années à venir. De plus, nous pouvons aussi noter que le traité de Versailles va être un maillon essentiel à la création d'une société des nations. Ce pacte fait l'objet d'ailleurs des premiers articles du traité précédé, un préambule, où il est affirmé que tous les pays membres doivent observer les principes du droit international dans le but de maintenir la paix. Un mécanisme de sanction est prévu, et c'est à l'article 14 qui est annoncé la fondation d'une Cour internationale de justice à La Haye, aux Pays-Bas. C'est le premier organisme général à vocation mondiale. Néanmoins, nous pouvons remarquer que le 13e article peut surprendre, ce dernier concernant le droit du travail. Les articles de ce chapitre énoncent des mesures pour améliorer les conditions de travail, la journée de 8 heures, la semaine de 48 heures, la protection des enfants et des femmes, le salaire égal entre hommes et femmes, ainsi que les libertés syndicales. Le fondement de cette disposition est que la paix ne peut exister sans justice sociale. En janvier 1918, avant la fin de la Première Guerre mondiale, le président américain Woodrow Wilson avait exposé ses 14 points pour la paix. Dans ces 14 points, ce dernier avait évoqué le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais ce principe est-il repris par les faits? Eh bien, dans les faits, malheureusement, ce principe ne sera pas repris dans le traité. Mais alors, quelles sont les principales clauses territoriales? On peut y ranger celle concernant la ville libre de Danzig, placée sous la surveillance de la SDN, donc la nouvelle Société des Nations, qui nommera un haut commissaire. Dans cet article, concernant une ville où vivent 90% d'Allemands et 10% de Polonais, on met en garde contre les discriminations envers les résidents d'origine polonaise. C'est la première fois que le terme discrimination apparaît dans un texte de loi.
Et est-ce que les protestations allemandes ont-elles été entendues? Entendu n'est pas le bon mot, car le gouvernement allemand n'a pas eu droit à l'expression orale. Cependant, il a fait des remarques écrites et il en va ainsi d'amendements concernant le montant des réparations qui, selon l'article 231, devait être fixé par une commission des réparations. Un article 232 vient le compléter qui a dit que ce montant devra tenir compte des capacités financières de l'Allemagne.